OK. Bonjour à tous, bonjour camarades du cercle Aristote. Aujourd'hui, certains d'entre vous l'ont vu, et ça je le sais, vu que je reçois que ce que je reçois comme question sur ce livre, l'Index Obscurus d'Antoine Marcival, préface de notre camarade Bendy Belhaj-Kassem au passage. 2 siècles et demi de complot. Alors qu'est-ce que j'ai même signalé sur les réseaux sociaux à un spécialiste, parce qu'il n'y a de complot à pointer en France que s'ils ont été appointés que par M. Reichstadt. Donc, je lui ai signalé que d'ailleurs, Rudy, son exemplaire de presse, l'attend. Donc, bah oui, non, mais, non, mais je pense à lui parce que, si tu veux, en ce moment, on est, tu vois, il attend qu'un nouveau fonds vienne abonder. Donc, bon, et il a des problèmes de petits moyens. Donc, voilà, moi, je suis généreux, surtout que là, ça va lui donner du boulot. Alors, 2 siècles et demi de complot. Antoine Marcival, dites-moi, qu'êtes-vous allé faire dans cette galère? Bon, Dites-moi. Pierre-Yves, on se tutoie? On se tutoie. C'est mieux. Vas-y. Qu'êtes-vous allé Euh, Galère, c'est le bon mot, oui. C'est un très bon mot. Il faut quand même que je me présente un peu, si tu Bien veux. C'est sûr, que mais moi, non, vas-y, vas-y. je suis à la base, je suis un littéraire. Donc, j'ai fait des longues études de lettres. J'ai été jusqu'en DEA. J'ai même écrit une thèse sur Samuel Beckett. Et puis bon, on a eu des divergences avec mon directeur de thèse et elle n'a pas été soutenue. Mais je suis un littéraire et je m'étais dirigé vraiment dans bon, une sorte de carrière d'écrivain un peu maudit. J'avais pris un boulot alimentaire et tout allait bien jusqu'au tournant du Covid. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'était un tournant. Et là, les enjeux sont devenus un peu différents à partir de cette époque, qui est pas si loin et à mon avis, on est encore dedans. Tu veux que je continue un peu là-dessus, t'expliquer un peu Non, non, comment si tu veux, le... Non, non, si tu veux, faut laisser une part de mystère parce que tu vas avoir, je pense, pas mal d'entretiens de presse. Donc, c'est pas, il faut pas, faut se dévoiler un petit peu à chaque fois. Tu sais, comme disait la candidate mystère avec Gaston Defferre, j'enlève le haut. Donc, parce que je vais revenir sur la structure de ton livre. En réalité, tu reprends des fausses attaques de Poumala de 1788 jusqu'à l'attentat du Nord Stream de l'an dernier, de 2022. Tu reprends tout ce qui a été traité de près ou de loin de théorie du complot, à peu près. ouais, oui. C'est... Alors, c'est récent, hein. Il faut comprendre que donc moi, ce qui s'est passé en fait Mhm, au moment du Covid, mhm, euh, j'ai pas été une lumière, c'est-à-dire que sur le coup, je me dis le gouvernement enferme tout le monde et tous les gouvernements dans le monde à peu près, par mhm, la Suède, le font, donc ils doivent avoir une raison. Peut-être ils paniquent, mais il doit y avoir quelque chose d'à peu près solide derrière. mhm, Et en fait, il y a eu cette vidéo de Jean-Dominique Michel qui a été très mhm, importante. Et puis le tournant réel, ça a été le Lancet Gate, qu'on appelle le Lancet Gate. C'est-à-dire le bien moment sûr. où une étude est sortie par le Lancet pour discréditer l'hydroxychloroquine qui est utilisée par le professeur Raoult. Mhm, Et en une semaine, cette étude est retirée de la revue. mhm. Mais entre-temps, notre ministre de la Santé de l'époque, Monsieur Véran, Monsieur a Véran. quand même réussi à interdire la prescription d'hydroxychloroquine à l'hôpital. Mhm, Et il ne va pas la retirer malgré le fait que le Lancet considère que cette étude était frauduleuse. Lui-même, puisqu'il la retire mhm, de son journal. Et là, ça a été un peu le tournant pour moi, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. Et j'ai vu qu'il y avait une floraison de l'utilisation du mot complotiste. C'est-à-dire que chaque mhm, fois qu'il y avait une thèse qui allait contre le gouvernement,
Les Mhm. journalistes, très très serviles, mais qui n'avaient pas beaucoup d'arguments, utilisaient le mot complotiste. Mhm. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est arrivé à ce qu'avaient anticipé les complotistes, entre guillemets, mais le but du jeu d'éliminer l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, c'est-à-dire les traitements précoces, c'était d'arriver à la vaccination, Mhm. donc au vaccin, enfin au vaccin, voilà, l'injection. Mhm. Et donc moi je l'ai refusé, on a été un certain nombre à le refuser, Mhm. J'en et connais c'est là d'autres. que m'est apparu l'enjeu absolument d'écrire quelque chose sur l'utilisation du mot complotiste de façon péjorative. C'est-à-dire de Mhm. voir est-ce qu'elle était valable? Est-ce que effectivement être un complotiste, c'était quelqu'un qui nageait dans les sphères de l'irréel? Mhm. Et j'ai commencé ça donc en janvier 2023. J'étais parti vraiment, sincèrement, pour, je pensais faire une dizaine de sujets, si tu veux. Je pensais faire un petit fascicule de 50 pages. Ouais. Et on est arrivé à ce livre qui fait 360 quelques pages. Il y a 66 sujets, 66 66 sujets. complots. Voilà. C'est le 66 sujets. Alors, je vais me permettre d'en citer quelques-uns, mais ce qui est vraiment l'avantage, c'est. Alors, premièrement, c'est un livre qui est très écrit. Si tu veux, ça a été c'est un bonheur dans mon cas, de directeur de colle et pour. Le livre, on me l'a reproché un peu trop écrit, hein. Il y a eu certains Bah, lecteurs. si tu, ah ouais, alors là, stop. Tu vois, si maintenant on reproche aux gens de bien écrire, il faut quand même arrêter. Mais si tu veux, ce qui a popularisé le terme complotiste ou théorie du complot, d'abord théorie du complot puis complotiste, chacun le sait, c'est les problèmes qu'a posé la publication du rapport Warren après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Bon, très bien. Donc, la seule chose, c'est qu'il y a eu, si tu veux, tu vois, ce que j'aime dans ton ouvrage, c'est que tu as pris ces sujets dès les années 1880, 1780, pardon, et si tu veux, tu fais parfaitement la différence entre avoir une vision policière de l'histoire et avoir une vision irénique de l'histoire. La vision policière, c'est de dire que tout est complot. Quand un avion s'écrase dans le monde, c'est sur mes pompes, tu vois. Et la vision irénique, c'est de dire ce qui a été par exemple le cas de nos freak shakers. Hein, je me rappelle d'un des premiers articles de Conspiracy Watch où il disait dans les grandes lignes que Salvador Allende était quasiment mort en sortant de sa salle de bain. C'est. Je Tu caricature. m'enverras, tu Non, mais m'enverras ça. je caricature à Ça peine, doit mais être il a beau à une voir. vision de Ah la oui. crise de la moneda qui est quand même. Il y a une vision, je caricature bien sûr, mais il a une vision que je trouve un peu baroque de la prise de la moneda. Or, là, en réalité, tout, alors que les historiens le savent, le complot existe. La plupart du temps dans l'histoire, le complot, c'est quoi? C'est l'assassinat interindividuel. C'est-à-dire, on se réunit, c'est ce qu'on appelait les conjurations. Tu vois, Machiavel et de grands auteurs de politique classique. Le cercle Aristote a fait traduire un ouvrage d'ailleurs d'Alexandro Campi, grand universitaire italien, qui était Machiavel et les conjurations, parce que chez Machiavel, il y a une théorie de la conjuration. Le plus connu, c'est l'assassinat de César. Bon, César, il n'est pas tombé sur des couteaux, il a été poignardé. À moins que, dès l'Antiquité, il y a eu des couteaux déséquilibrés, des chars de gladiateurs sensibles, ancêtres de nos camions déséquilibrés et de nos couteaux sensibles. Donc, issus des quartiers du même nom et de la même sensibilité. Donc, là, ce que tu fais en historien, c'est que tu dis au fait, comment ça s'est terminé? Parce que c'est pas le tout de dire que quelque chose est une théorie du complot. Dans l'histoire, comment ça s'est fini? C'est-à-dire comment on a eu des rapports d'enquête, on a eu à la fin, le couperet est tombé. Et dans beaucoup de cas, eh bien, tu le dis toi-même, l'historien ne doit pas avoir peur de l'hypothèse du complot sans réduire l'histoire au complot. Parce que qu'on le veuille ou pas,
il y a eu, comment dire, si on prend quelques exemples, euh, il y a eu de l'utilisation d'opérations particulières. Là, tu fais le point sur l'incident du golfe du Tonkin pour nos jeunes téléspectateurs, c'est le premier élément de la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va tuer un Ouais. million de Vietnamiens quand même. Le crime existe. Je, Tu vois. je pense que tu es en dessous, 1 million, hein. Je crois que c'est, je dirais plutôt 3 Je prends millions, mais l'estimation, je prends l'estimation minimum dans laquelle même les Américains sont d'accord. C'est ouais, certainement plus parce que le compteur tourne encore à cause des effets à long terme de l'agent orange. en plus. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, tu reviens sur certaines opérations spéciales, l'opération Mongoose, l'opération Brother Sam, l'opération Ajax. Tu reviens sur beaucoup plus tôt l'attentat du Maine, le naufrage du Lusitania. C'est-à-dire que différents coups d'État et différentes opérations qui ont liquidé des civils, le plan Condor, et en Europe, la très ténébreuse affaire de la guerre de Bologne. Tout ça jusqu'à des faits plus Alors, alors, certains, je t'interromps là-dessus justement parce que à un moment tu disais les enquêtes ont été faites. Euh, pour certaines en tout cas. En tout cas, on a des documents c'est officiels. c'est un véritable enjeu pour les historiens justement. Hmm. En Italie, depuis les années de plomb, donc les années 70, Mhm. donc il y a eu une série d'attentats qui ont été commis Tout à fait. et on va un peu expliquer, mais c'est dans le cadre de la stratégie de l'attention. Les Américains ne veulent pas perdre l'Italie. Ils ont Mhm. très peur d'avoir le Parti communiste italien qui soit invité au gouvernement. Il y a un homme qui veut le faire, c'est Aldo Moro, de la démocratie chrétienne, mais de la branche de gauche, et qui pense que le fait que le Parti communiste italien fait environ 30% des voix, ça mérite qu'on travaille avec lui. Et les années de plomb sont faites pour empêcher que le Parti communiste italien arrive au gouvernement. Donc, ils vont faire des attentats sous fausse bannière. Ils Mhm. vont, c'est-à-dire le réseau Gladio, puisque ça a été, c'est une commission parlementaire italienne au début des années 90 qui l'a démontré. Le réseau Gladio, c'est un réseau qui dépend de l'OTAN, des Américains, qui va s'appuyer sur un certain nombre de groupuscules néofascistes, Mhm. sur des membres éminents de la démocratie chrétienne de droite, sur des généraux d'armée, des commissaires et les services secrets. Ils vont perpétrer des attentats. Et tu parlais de la gare de Bologne, c'est très très intéressant. La gare de Bologne, ça devrait être encore aujourd'hui un scandale. C'est-à-dire en Bien sûr. 1980, une bombe explose dans une gare en plein mois d'août, au moment où les Italiens partent tous en vacances. Elle fait, je crois, 80 morts et des centaines de blessés. Et immédiatement, donc, la thèse qui est sortie, c'est la thèse de l'anarchisme. Juste avant, il y avait eu l'enlèvement de Aldo Moro par les Brigades Rouges, sur lequel il faudra revenir aussi d'ailleurs. Mais la piste qui est suivie, c'est un attentat anarchiste. Et le but du jeu, c'est de décrédibiliser toujours l'option d'un virage vers la gauche de la démocratie chrétienne. Bon, Aldo Moro, lui, a été tué par les Brigades Rouges, mais il y a toujours cette possibilité-là. Et cet attentat de Bologne n'a jamais été jugé véritablement. Je te donne juste quelque chose que c'est sorti très récemment, et c'est un truc assez incroyable. Alors, je l'ai mis où? Si tu veux, très récemment, il y a en 2023, hein, en juin 2023, l'un des responsables donc d'un groupe, il faisait partie d'un groupuscule néofasciste, a été inculpé pour cet attentat. On est 43 ans après. Mhm. Tout à fait. Donc la justice encore cherche qui a fait cet attentat. La commission parlementaire de 90 l'a dit, c'est un attentat qui a été clairement fait dans l'optique de la stratégie de l'attention voulue par les Américains pour empêcher l'accès du Parti communiste au pouvoir, mais l'enquête n'a pas abouti. On est toujours en train de chercher qui a fait quoi.
Donc, ils vont inculper, là, 43 ans après, c'était un sous-fifre, hein, c'était peut-être le poseur de bombes, Ah, mais mais de toute le façon, fascisme ne servait à ce que moment-là, de de... toute façon, il y a que des lampistes qui trinquent. Le... Exactement. Voilà, tu dis ça très bien, c'est les lampistes qui trinquent. Bien sûr. Alors qu'en fait, on a, dans cette histoire de l'attentat de Bologne, il faut se rendre compte de ce que c'est. Moi, ce qui me fascine dans cet attentat, c'est parce que il est très intéressant par rapport aux attentats du 11 septembre. L'un des arguments qui est souvent mis en avant par les anti-complotistes, un peu naïfs, mais où les gens qui n'ont pas trop regardé le sujet, et ils vont te répondre, mais jamais un gouvernement peut tuer sa propre population. L'effondrement des tours du 11 septembre, ça fait Ça, 2500 morts, tu vois. C'est un argument ça qu'on trouve, dépend hein. qui, hein. Oui. Ça Mais en dépend qui, Occident, hein. la légende de l'Occident démocratique, Oui, 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 c'est que le gouvernement, les droits de l'homme, tout ça, je l'ai déjà entendu, ça. voilà. Mais si tu veux, il y a vraiment cette idée-là. Comment un gouvernement peut tuer sa population? Or, l'attentat de Bologne en 80, toujours pas jugé aujourd'hui, et on comprend pourquoi, parce que si tu juges ça, si tu vas au fond des choses, et ils l'ont fait quand même, il y a une commission parlementaire qui le fait en 90 et qui montre du doigt le réseau Gladio, mais ça peut pas raisonnablement aboutir, parce que à quoi ça aboutit? Ça aboutit à montrer que les gouvernements démocratiques de nos pays sont capables de faire des attentats contre leur population pour mener un agenda, pour empêcher l'arrivée au pouvoir, enfin, dans un gouvernement de force sociale. Hmm. Et ils le font. C'est Et- moi, je pense que c'est vraiment l'attentat emblématique, celui de Bologne. Et il y a rien de surprenant après dans le 11 septembre. Le 11 septembre n'a rien de surprenant. Les pays occidentaux n'hésitent pas à terroriser leur population pour mener un agenda. Et le 11 septembre, ensuite, ça a été évidemment l'agenda. Alors ça, il faudrait qu'on y revienne. Pour le 11 septembre, c'est très simple. C'est qu'en 91, l'URSS s'effondre. Il faut un ennemi de substitution. Mhm. Et ils vont créer l'ennemi de substitution, ça va être le musulman. Le musulman qui est dans des pays, notamment au Moyen-Orient, où il y a beaucoup de réserves pétrolières. Et il faut justifier aussi les frais pour l'industrie de l'armement américaine, c'est 500 milliards de dollars par an ou jusqu'à 800 milliards de dollars par an de budget. Il faut le justifier ce budget. Et sans l'URSS, ça devenait difficile. Donc ils ont créé ce nouvel ennemi, un ennemi qui est un ami avant, puisqu'il avait servi en Afghanistan pour lutter contre. Les anciens Freedom Fighters, les anciens Freedom Fighters, tu te Voilà. rappelles, hein. Ouais, il faut se souvenir des couvertures. On s'en rappelle pas, mais les couvertures dans les années 80 sur les djihadistes, c'était avec des fleurs. Et tu avais le Moudjahidine avec sa mitraillette et il était avec un grand sourire. Ensuite, il a suffi de le faire grimacer sur les photos et puis voilà, ça devenait l'ennemi, le monstre. Hmm. Et le 11 septembre a servi à ça. La, L'un des objectifs de ce livre aussi, parce que, alors ça, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec Mehdi Belhaj-Kassem. Mhm. Je fais une aparté parce que je veux vraiment le remercier pour ce qu'il a fait, la préface du livre. Et Mehdi, Mehdi Belhaj-Kassem, ça a été quelqu'un d'extraordinaire dans la crise Covid. Il a sorti, je reviendrai après hein, sur le sujet, mais il a sorti cette lettre au maire de Turenne qui a été une lettre de résistant incroyable. Mhm. Et au début de la crise Covid, il avait sorti ce livre extraordinaire, Système du pléonectique, qui est un des plus grands livres de philosophie. Et je pensais avant qu'il fasse ma préface que c'était l'un des plus grands philosophes vivants, et je le pense toujours. Et avec Mehdi, donc on avait parlé de ça, on parlait donc des complots. Et on est arrivé à cette phrase anti-complotiste, sois conséquent avec toi-même. Parce que le 11 septembre, donc eux vont dire attention au complot, mais eux-mêmes souscrivent à une théorie du complot qui est dévastatrice, qui s'appelle la théorie du complot musulman, djihadiste, islamiste, etc. Cette théorie du complot est un mythe et elle sert aujourd'hui à faire des guerres au Moyen-Orient, à faire ce qu'on appelle et là il faut distinguer en fait si tu veux les complots des dominants et les complots des dominés.
les complots des dominants existent. Les complots des dominés, ça sert à désigner un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, ensuite, va subir les foudres du dominant. Et ce qui s'est passé après le 11 septembre, c'est la création de ce complot, de ce mythe du complot islamiste, qui ont été capables de détourner des avions, de faire effondrer 3 tours avec 2 avions. Et alors, le résultat très étrange de ce coup incroyable, c'est qu'ils se font démolir ensuite. Leur cause est complètement discréditée. C'est ça qui est très intéressant dans les attentats sous fausse bannière. C'est l'une des choses qu'on observe, c'est l'absence totale de sens stratégique des supposés terroristes. Ils font un attentat, derrière leur cause est totalement discréditée et ils vont subir une répression féroce. Donc ils ont tout raté, si tu veux. Ils ont peut-être fait un coup d'éclat, mais ça n'a pas du tout joué en leur faveur. Par contre, ça joue en la faveur, évidemment, de ceux qui créent ce complot avec bouc émissaire et qui ensuite justifient leur invasion de l'Afghanistan, de l'Irak. Après, ça a été la Libye, ça a été la Syrie. Et ça n'arrête plus. C'est-à-dire, on passe de... Moi, j'utilise le mot parce que on passe de pogrom en pogrom. Les complots, le complot juif, c'était ça. C'était, ça crée ensuite des pogroms derrière, parce que le puissant voulait accuser quelqu'un, donc il mettait ça sur le dos du juif, et ensuite il y avait des pogroms. Aujourd'hui, on est sur un complot, sur un mythe du complot islamiste, et l'Occident enchaîne pogrom sur pogrom dans le monde Mm. musulman. Voilà. Ouais, si tu veux, à titre personnel, je souscrirai pas au terme de programme parce que si tu veux, objectivement, si tu veux, tu vois, comment je vais te dire ça? On est, si tu veux, dans les pogroms historiques, tu avais un aspect, si tu veux, de déchaînement de haine aveugle. Là, tu le dis toi-même. S'il y a un sens opératif dedans, c'est pour un but précis. Personne ne veut, aussi critiquable que soit ce qu'ont fait les Américains, ils n'ont pas tué les Irakiens parce qu'ils étaient Irakiens. Ils ont tué les Irakiens parce que, un, fallait liquider l'Irak d'un point de vue stratégique parce que ça arrangeait tout le monde, d'Israël aux puissances du Golfe, qui ont été les parrains de cette opération. Deux, ça permettait de mettre la main, du moins le pensait-il, sur des réserves et d'hydrocarbures et d'eau, parce qu'on oublie toujours l'aspect hydrique dans le conflit irakien, mais l'Irak entre l'Irak et les pays limitrophes, il y a un accès à l'eau qui est multiplié par 4. C'est l'ancienne Mésopotamie. Mésopotamos, c'est entre deux fleuves. Donc, et ça permettait également de mettre un dernier clou dans le cercueil du nationalisme arabe, ce qui a permis de faire plonger cette zone dans la nuit jusqu'à une date très récente, hein, jusqu'à il y a 2, 3 ans. Autrement dit, 20 ans de nuit au minimum, ce qui n'est pas rien. C'est une zone, les gens ne se le figurent pas, mais le Moyen-Orient arabe, c'est 300 millions de gens, hein. C'est un peu entre la moitié et les 2 tiers de l'Europe occidentale en population. Donc, mais si tu veux, je comprends ce que tu veux dire. Parce que tu vois, parce que ce qui est l'avantage, comment dire, de l'utilisation euh, ou de la réaction adéquate à un événement, c'est de pouvoir en écrire et l'avant et l'après. Tu vois? Ceux qui, moi, à titre personnel, je suis assez proche de quelqu'un comme Jacques Beau là-dessus. Le terrorisme islamique, c'est quelque chose que nous, si tu veux, il y a c'est nous qui avons planté la graine d'un arbre qui a terminé par nous pendre. Mais il faut pas oublier qu'on est allé les chercher très loin. On est allé les chercher très très loin parce qu'ils ont été défaits dans les années 10 et 20 et que nous sommes d'abord allés les chercher dans les années 20. Alors nous, pas les Français, parce que nous n'étions pas sur zone. Les Anglais sont allés les chercher.
en 54, les Américains reprennent la totalité de la zone aux Britanniques parce qu'ils terminent de chasser les Britanniques, tout simplement. Et nous nous sommes servis du djihad international, dont la dernière grande croisade a certainement été la guerre de Syrie. Euh, jusqu'à la prochaine, mais là, pour l'instant, ils ont quand même perdu beaucoup d'hommes. Mais je suis d'accord, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu as une tentation occidentale d'utiliser certains mouvements radicaux. Mais ça, si tu veux, c'est une très vieille idée hein, d'utiliser les radicaux pour le pouvoir. Hein. Je veux dire, on s'en est servi sous la Révolution, ça s'est appelé les hébertistes. Hein. Donc, après, si tu veux, je pense qu'il faut faire la différence entre l'utilisation du terrorisme islamique, sur laquelle, et le fait que l'islam politique existe. Parce que, si tu veux, l'islam politique peut exister sans l'Occident. Tu vois, il a existé à différentes reprises dans l'histoire du Moyen-Orient. Ensuite, ce qui lui a donné les moyens modernes, c'est sa jonction avec l'Occident et avec les affiliés locaux de l'Occident. Tu vois, les Faisal Finance, elles existent d'elles-mêmes. Tu vois, l'Arabie Saoudite existe pas uniquement de notre volonté. Tu vois, mais je vois où tu veux en venir. Ensuite, ce qui, si tu veux, ce qui est très étonnant, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a une césure dans ton livre. Une césure historique, qui est la césure historique classique, qui est celle de la guerre froide. Parce que tu as, si tu veux, ça se voit assez bien. Tu vois, tu as les assassinats et les attentats des années 50, 60, 70. Donc ça se termine, pardon, ça se termine en 87 avec la mort de Sankara, qui est encore une mort de la guerre froide. Et tu enchaînes, alors la césure est pas visible, mais avec l'œil d'historien, elle le devient. Et là, tu enchaînes sur le premier, ce que Michel Colomb appellerait média mensonge contemporain, c'est Timisoara. C'est le faux charnier. Hmm. Donc, si tu veux, Ouais. ensuite, on va retrouver certaines affaires connues, évidemment les couveuses irakiennes, l'aéroport de Kigali, Au euh, Rwanda. le Rwanda, bien sûr. C'est-à-dire, là, pour le coup, on a mes amis Charles Onana et Patrick Mbeko ont beaucoup travaillé sur la question avec comme une partie des jeunes géopolitologues africains. Donc, si tu veux, deux chefs d'État africains sont assassinés et ça permet Dans aux l'avion, ouais. Ouais, États-Unis, ouais. aux Britanniques, aux Canadiens et aux Israéliens de mettre Paul Kagame, qui est certainement l'homme le plus brutal que l'Afrique ait connu dans la seconde moitié du XXe siècle, et ce qui lui permet, lui, de mettre la main sur le Congo. Le Rwanda devenant puissance exportatrice de matières qu'elle n'a pas dans son sol. Ce qui d'ailleurs n'effraie personne. Mais bon, c'est pas grave, on n'en est plus là. Tu as des choses beaucoup moins connues, parce qu'il y a aussi des points dans ton livre qui vont être, alors qu'on connaît le sujet, c'est des trucs mais qui vont être pour certains de véritables révélations. Je pense à l'opération Fer à cheval. Tu as peu de gens qui connaissent ça. Ah oui. Tu vois, et si tu veux, ensuite, on arrive sur des dossiers encore d'histoire immédiate brûlants. La guerre d'Irak, les vagues d'attentats, donc qui vont Charlie Hebdo, attentat de Londres, Bataclan. Je Ensuite, peux juste, vas-y, parce que j'aurais mis aussi en avant tu sais, l'entrée sur les snipers de Caracas. j'allais y Parce que venir. ah, J'allais- ok. je- Non, non, mais parce que ça, c'est un des grands points forts de ton livre, c'est d'arriver aussi sur ces dossiers-là. C'est-à-dire sur des dossiers qui ont été
maltraité aussi dans les médias alternatifs, là pour le coup par manque de spécialistes. Tu vois, si tu veux, de bon sur le Venezuela, tu as Romain Migus, tu as Thierry Noël, il est spécialiste de Colombie, tu as Maurice Lemoine, T'as évidemment dans Maurice Lemoine, Diplomatique. que j'interviewerai bientôt d'ailleurs. C'est une de mes grandes fiertés, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hmm. Euh, mais tu vois, je serais pas capable de t'en citer, pourtant c'est quand même mon boulot. Je serais pas capable de t'en citer cinq. Il y a Colomb qui a travaillé une époque sur le Venezuela. Et Ouais, ouais. voilà, tu as tout le Ignacio collectif. Ramonet. Hein. Ignacio Ramonet aussi. Et Ignacio Ramonet, mais là on est encore avec Maurice Lemoine, disons qu'on est dans le clan du monde diplo, quoi. Tu vois, C'est la même frange, ouais. Ouais, ouais. objectivement, mais tu vois, par exemple, ça, c'est extrêmement important parce que le Je Venezuela, je voulais juste te vas-y, le vas-y. rappeler, le Venezuela, c'est parce que, si tu veux, les Américains ont plusieurs fers au feu, hein. Hmm, Donc, il y a le Moyen-Orient, mais ils n'oublient pas le Venezuela qui a, je bien crois, sûr. c'est pas impossible que ce soit les premières Première réserves réserve pétrolières. de pétrole Hein. prouvée. Ils ont un Alors, c'est du pétrole un peu pétrole moins facile à, difficile à voilà. raffiner, mais ils en ont beaucoup. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Et surtout, ce qui est intéressant dans les snipers de Caracas, c'est que c'est un mode de changement de gouvernement qu'on va voir beaucoup après, on va le voir en Ukraine. Bien sûr. C'est-à-dire, et on va le voir en Syrie, et on va le voir en Libye aussi. C'est-à-dire que il va y avoir des manifestations, éventuellement manipulées elles-mêmes, hein, d'ailleurs. Mhm. Bon. Et à un moment, donc tu as les policiers qui s'affrontent aux manifestants. Les policiers ont évidemment reçu l'ordre de ne pas tirer parce que il y a la pression là-haut de l'Occident qui est en train de dire si vous tirez sur votre population, il va vous tomber les foudres de guerre. Et à ce moment-là, t'as malgré tout des tirs et t'as des snipers. Il apparaît des snipers cachés dans des immeubles en hauteur, etc., qui tirent sur la foule. Et à ce moment-là, tu as tous les médias. Donc, ça a été le cas au Venezuela, parce que la France, par exemple, avait relayé la campagne qu'au Venezuela, il n'y avait plus que des médias à la solde du gouvernement. Mhm. Ça n'a jamais été le cas et ça Ça reste n'a toujours jamais le été cas. le Il y a cas. 80% des médias vénézuéliens qui sont aux mains des milliardaires et qui passent leur temps à dire pique-pendre de Maduro et avant c'était Chavez. Ils ont relayé cette histoire que Chavez avait fait tirer sur les manifestants, ce qui est aberrant, c'est-à-dire c'est ce qu'on observe à chaque fois dans les attentats sous fausse bannière, c'est-à-dire ah oui, celui-là va pour euh, publiciser sa cause, il va faire un attentat à l'aveugle sur des populations innocentes. Eh ben, sa cause va être discréditée immédiatement. Là, on a les snipers tirent sur la foule et c'est Chavez qui aurait fait tirer sur la foule. Bon, c'est complètement aberrant. Et on va le voir ensuite, ça a été en 2014 et je crois que j'en parle. Oui, c'est les snipers de la place Bien de sûr, Médan. c'est les snipers de Maïdan. Ouais, et ça a été documenté c'est un documentaire italien hein, qui a mis en avant que les snipers étaient en fait du camp. Donc c'est des groupuscules, ceux qui c'est pratiquement néo-nazi, hein, c'est C'était ce Private qu'on a Sector à vu. l'époque. Private Sector, C'était exactement. Private Voilà. Sector. Le bataillon Azov n'existait pas encore. Mais c'est les mêmes Exactement. hommes. Hein. Ouais, ouais, Private Sector. Et c'est les mêmes hommes. Et donc ça va. Tout le printemps arabe est aussi là-dessous, hein. Il y a les snipers de Benghazi et tu les trouves aussi en Syrie. Et tu vas les Bien sûr. trouver au Yémen, il me semble, Ah bah, aussi. si Donc tu veux, il faut se rappeler de ça bien sûr, pour plus tard. tu as Il faut que dans les. allez, les dernières 50 pages de ton livre, tu as toute l'école de Regime Change. Tu as toute l'école de Regime Change. Si tu veux, ce Hmm. qui est assez facile, si tu veux, c'est les théories de Gene Sharp hein, sur l'utilisation adéquate de la non-violence. C'est-à-dire, c'est assez simple, toi, ton arme principale, c'est en réalité les tirs de grosses batteries des médias internationaux. Donc, tu fais en sorte qu'une manifestation la plus pacifique possible, donc tu paries sur les étudiants, sur les femmes, c'est c'est documenté. Bon. Le seul moyen de lutter Tu, contre tu, ça, tu c'est les leur appels mets au peuple. une couleur.
tu leur attribues tu, une couleur ou une tu leur mets fleur, une couleur, tu leur mets. c'est toujours Tu vois, bien. ça a commencé avec Haute-Port en Serbie. Si tu veux, tu as des grands spécialistes de ça qui sont les VRP en foutage de bordel. Moi, je suis bien placé pour le savoir. J'ai édité certainement le meilleur bouquin sur Georges Soros en France, qui est Soros l'Impérial. Bon, il y a plusieurs centaines de notes dedans, donc d'ailleurs, on n'a pas eu une emmerde grâce à ça. Donc, par Thibaut Callerzin. Donc, si tu veux, tu fais en sorte que ces manifs-là dégénèrent, que le pouvoir soit fait la bêtise de taper, soit tu l'aides à taper, et ensuite, toi, de toute façon, tu le bombardes par les médias internationaux. Le pouvoir soit s'effondre de lui-même, cas typique, affaire géorgienne, chute de Shevardnadze, soit, soit, bah, si l'infirmière ne marche pas, la canonnière marchera. Et à vrai dire, voilà, c'est. Et là, tu vois que, comment dire, que, eh bien, malheureusement, que les. Comment je vais te dire ça sans que Rudy s'excite. Le, euh, disons que les intérêts des uns font les complots des autres. Voilà. C'est l'une des grandes leçons de ton livre, je pense. Tu vois, c'est que on Pour appelle. finir sur les snipers de Caracas, Oui. ça se joue à rien en fait, hein, quand Bien tu sûr. connais l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que donc Chavez refuse de démissionner, mais se rend parce que à l'époque, une partie de l'armée, une très petite partie de l'armée, hein, pas tant que ça, dit ils vont bombarder le palais présidentiel. Et Chavez a emmené sur une base militaire sur la côte, je crois, ou sur une île. Et les Américains demandent à ce qu'il soit exécuté. Et les militaires sur place, parce que Chavez était un militaire et avait Mhm. vraiment une aura, refusent de fusiller le président. Et 2 jours après, donc il y a eu des manifestations énormes des quartiers les plus pauvres de Caracas qui ont entouré le palais présidentiel. Et la garde présidentielle de Chavez reprend le palais et fait revenir Chavez, qui n'a pas été exécuté, heureusement. Et le coup d'État s'est terminé comme ça en 2 ou 3 jours. Et derrière, il y a eu une Mhm. Bien débandade, sûr. notamment du chef du patronat d'alors, je ne sais Et plus le, son et le nom. pire, c'est que ça, c'est absolument unique, c'est que Et ça s'est joué à rien, quoi. ce coup d'État a été filmé. Ce qui fait d'ailleurs Oui, de son unicité. Tu il est vois, extraordinaire, hein, tu parles et du documentaire, hein, c'est du ça? documentaire, oui, un documentaire sur Tu sais Chavez que c'est qui a duré intéressant longtemps. parce que ce documentaire est donc à l'époque, c'est les télés, c'est la 7 et il y a Arte qui est dans les commanditaires de ce documentaire. Il faut imaginer comme l'Occident, depuis 20 ans, a complètement plongé. Aujourd'hui, on peut même pas imaginer qu'il y ait des journalistes qui sont envoyés auprès de Maduro pour prendre le point de vue de Maduro en Occident. Aujourd'hui, on a vu avec Guaido, quand ils ont essayé d'imposer un président pirate, là, Hmm. Guaido, par rapport à Maduro. Et tout l'Occident a été derrière ce Guaido complètement illégitime. Et on a été jusqu'à, tu voyais un groupe comme Ensemble, Hmm. qui fait partie de la France Insoumise. Alors la France Insoumise, Mélenchon a toujours défendu pour le coup le Venezuela, Chavez, dans toute une partie de la vraie gauche, des gens qui soutiennent vraiment le Venezuela et ce qui se passe là-haut. Et puis, tu as des sous-marins, on va dire, du genre ensemble, qui sont, ou le NPA aussi d'ailleurs, qui vont aller Les dans pablistes à la botte des Américains, c'est une vieille histoire, hein. Tu as dit quoi? Les pablistes à la botte des Américains, c'est une vieille histoire, hein. Des pablistes, tu dis? Bah, si tu veux, les Ça me dit rien. pablistes, c'est le nom scientifique du type de trotskiste que tu trouves au NPA. Ah voilà, Hein, je pensais au Trotsky. ils ont toujours été à la botte des Américains depuis les années 50. Oui, 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 étrangement, oui. Ouais, ouais, ouais. Ce qui n'est pas le cas de tous les Mais trotskistes, mais ceux-là, oui. non, 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 pas tous, heureusement. Et voilà, mais bon, là on rentre un peu dans le détail du livre et le lecteur, je pense, il pourra découvrir tout ça, hein.
Oui, 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 Euh, parce que si tu veux, voilà, c'est 66 patates chaudes traitées. Le, sincèrement, voilà, je vais dire, j'espère que, d'ailleurs, je sais que ton livre circule. Je pense que tu vas pouvoir commencer une bonne campagne de presse. Tu vas aussi te faire des tas d'amis, toi. Donc, je te le dis tout de suite. Mais tu vois, si tu veux, tu vois, mais je voulais savoir d'un point de vue méthodologique, si tu veux, est-ce que, est-ce que toi, enfin, comment toi, tu arrives à faire la part du contexte politique et de la volonté des acteurs? Tu vois, parce que si tu veux, tu vois, dans d'autres guillemets, enfin, en d'autres termes, comment on différencie l'aspect, comment dire, combine, complot, magouille, ce que tu veux, de, si tu veux, de, de, de tout l'environnement. Tu vois, c'est la phrase de Michel Rocard, entre le complot et la connerie, je, le complot demandant un esprit rare, je parie sur la connerie. Et en 20 ans de politique, je peux t'assurer que j'ai vu plus de conneries que de complots. Mais des complots, il y en a. J'en ai vu quelques-uns. Mais il y a aussi beaucoup de conneries. Comment tu fais d'un point de vue méthodologique pour différencier ce qui vient de l'environnement de ce qui vient de la volonté? alors, euh, au tout début de notre interview, on parlait de ce fameux tournant du Covid. Mhm. Ça a été un choc pour beaucoup de monde, ça a été un choc pour moi. Je pensais pas que nos gouvernements étaient capables d'aller aussi loin Ça, dans ça, la je pense qu'on manipulation, l'a beaucoup pris, ça. Ouais. mais pas tant de monde que ça, hein. Ça reste encore une approche qui doit concerner peut-être 20 ou 30% de la population au mieux. Mhm. Beaucoup de gens refoulent ce qui s'est passé pendant le Covid. Oui, Ma c'est vrai. vision de cet épisode du Covid, c'est que elle est, moi j'ai appelé ça dans le livre du bioterrorisme global, je crois, mais ça fait partie du terrorisme d'État. Mhm. C'est-à-dire nos États euh, pseudo-démocratiques qui sont en fait des plutocraties. Là, je rejoins totalement les idées d'Étienne Chouard sur on n'est absolument pas en démocratie, on est dans des plutocraties. Mhm. Donc le Oui. plutos kratos, c'est le pouvoir aux riches. Les riches désignent leurs candidats et les imposent aux populations. C'est-à-dire, ils vont les faire passer dans les médias, ils vont leur faire des couvertures élogieuses. Macron a été le summum de ça. C'est-à-dire, il a eu tous les médias pour lui et il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire, il était plus ou moins présentable, il était beau, jeune, etc. Et c'est par ça qu'il est passé, parce que les médias l'ont couvert d'une manière élogieuse, incroyable. Et le, les populations occidentales doivent perdre absolument cette illusion qu'ils sont en démocratie. On n'est absolument pas en démocratie. Et elles doivent aussi considérer que les pouvoirs plutocratiques, donc le pouvoir aux riches, ne veut surtout pas que les populations s'intéressent aux causes cruciales de leur misère ou de ce qui les fait souffrir dans la vie. Donc il faut les détourner de ça, il faut les détourner des grèves, il faut les détourner de demander des meilleurs salaires, il faut les détourner de se dire pourquoi celui qui détient le capital a le droit à une rente, ce genre de choses. Et donc on va créer ce qu'on appelle c'est des diables de confort, et les pouvoirs occidentaux créent des diables de confort qui permettent de maintenir la population en état de peur. Et c'est pour ça que je te parlais de tournant tout à l'heure, parce que je pensais pas que c'était possible à ce point-là. Mais le Covid a été un état de sidération par la peur des populations occidentales et autres
mais surtout en Occident, jamais vu. À ce Non, non, niveau-là, à ce degré-là, non. À ce degré-là, non. ouais, c'est extraordinaire. Et alors surtout, parce que tu sais que maintenant il y a deux hypothèses sur sur ce Covid. Il y a l'hypothèse positive, l'hypothèse positive entre guillemets, c'est l'hypothèse de la crapulerie, c'est-à-dire que donc on a empêché des traitements précoces pour imposer un vaccin, et ça serait juste une histoire d'argent, quelques milliards pour Pfizer. Oui, donc une escroquerie. C'est dégueulasse, tu vois, puis ça a été organisé, on sait à peu près que le cabinet McKinsey a organisé dans la plupart des pays occidentaux la réponse à la pandémie, et c'est possible, mais ça paraît, enfin tout ça, pour quelques milliards. Et il y a l'hypothèse négative, donc là on est sur l'hypothèse positive, hein, c'est-à-dire que les gens veulent se faire du fric avec de l'huile de vidange, hein, parce que leur vaccin est une cochonnerie sans nom, on le voit avec les effets secondaires terribles. L'hypothèse négative et qui circule, c'est Michel Weber, qui est un philosophe belge Oui, et oui, je vois psychanalyste très bien aussi, qui je crois, c'est. qui avait été interviewé par Kairos très très tôt, par Alexandre Pénas, journaliste extraordinaire, et Kairos aussi, le média belge. Et lui a mis en avant une autre hypothèse qui est qu'aujourd'hui, enfin ça date pas d'aujourd'hui, lui il situait ça, c'était le rapport Meadows dans les années en 1970, après un sommet à Rome, où Mhm, les élites industrielles, politiques avaient considéré que le plus grand danger pour l'humanité, c'était la surpopulation. mhm, Et l'hypothèse négative du Covid, de pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont organisé ce bioterrorisme, c'est ils ont voulu injecter il y a le chiffre de 5 milliards de personnes, mais un vaccin qui va diminuer fortement la population. Parce que la crainte aujourd'hui des ultra-riches, qui consomment comme pas possible, qui consomment comme 10 000 ou 20 000 personnes, c'est que les pauvres sont en trop et qu'il y a des mangeurs inutiles et il faut réduire drastiquement la population. Donc c'est les deux hypothèses aujourd'hui. Elles si sont tu toutes les veux. deux dégueulasses, si tu veux. La première, c'est Elles on a sont fait ça elles pour sont toutes l'argent. les deux. Oui, elles sont toutes les deux dégueulasses, mais si tu veux, il y en a quand même une qui déboucherait sur un crime de masse. Donc, si tu veux, Ouais, c'est pour ça que clairement, clairement, moi, à titre clairement. Enfin, personnel, dans les deux cas, on est quand même sur quelque chose de très, très, très grave. Oui, Euh, bien sûr, oui. D'accord. Mais l'objectif, c'est pour ça que je te parlais de tournant et pourquoi moi, qui suis un littéraire et qui j'écrivais jusque-là des romans et voilà, j'avais pas envie de m'impliquer plus que ça non plus. Oui, bien sûr, oui, oui. Mais il y a un moment où ça m'a semblé crucial de mettre en avant, parce que j'ai vu la manière dont ils ont utilisé le mot complotiste pour effacer toute parole qui va pas dans le sens des autorités. Et Oui, je me tout suis à dit, il fait. faut absolument que les gens Que se rendent n'a-t-on pas compte. entendu? Que Oui, n'a-t-on pas entendu? euh, il faut que les gens se rendent compte que les complots existent, qu'ils sont utilisés par les gouvernements pour les terrifier, et ils vont continuer à le faire. Et mon avis est qu'ils ont appris beaucoup de choses dans les 3 années qu'on a vues. Là, ils sont en mode pause. Alors pourquoi ils sont en mode pause en ce moment? Est-ce que c'est lié à la guerre en Ukraine et à ce qui se passe ensuite, le massacre à Gaza? Il est forcé qu'ils ont appris beaucoup de choses et il n'est pas impossible qu'ils refassent un sale coup avec un nouveau, une bactérie ou un virus. Et toujours avec cette ambition on l'entend encore Bill Gates hein, qui ressort maintenant, ça va être des patchs. Donc la vaccination passerait par des patchs. Moi, je pense vraiment que ils ont cet objectif de dépopulation. Si tu veux, Ils terrorisent les gens et ils leur passent des injections on voit les effets très délétères. à titre personnel, comment dire? Moi, si tu veux, j'attends de voir ce que je peux démontrer. Il y a une chose que je peux démontrer parce que c'est moi qui ai dirigé la traduction de l'ouvrage du professeur Nordengar.
issu de sa thèse de doctorat, il y a une chose que je peux démontrer facilement, c'est que, Sur les Rockefeller, hein. sur les Rockefeller, tout à fait, C'est ça, oui. c'est qu'il y a dans certains cercles une obsession. Je ne dis pas qu'elle débouche sur un acte quelconque, je dis que les documents existent, qu'il y ait une obsession de la dépopulation. Ça si tu veux, c'est, je veux dire, pour l'ouvrage qui est la thèse qui est issue de la thèse de doctorat du professeur Mangar, qui n'a jamais, tu vois, ça n'a posé aucun problème lors de la publication de ce bouquin, ni à Londres, ni dans sa langue d'origine, qui est je crois, le suédois, si mes souvenirs sont bons. Et parce que ce sont des documents qui sont des documents d'open source de différentes fondations. Donc, si tu veux, en tout cas, il y a une obsession de de la dépopulation qui est quand même, comment dire, en tout cas, qui est curieuse, très curieuse, Ouais, ouais, ouais. pour des gens qui sont censés être rationnels. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux, vouloir la dépopulation quand tu as, à l'exception de l'Afrique noire, la totalité de l'humanité qui est passée dans la deuxième phase de la transition démographique, c'est-à-dire que en Asie, comme en Europe, comme en Amérique latine et en Amérique du Nord, la population va avant tout stagner puis baisser. Donc bon, tu Alors, vois. je t'interromps juste là, parce que justement, Michel Weber parlait de ça. Alors Donc, sa vidéo, reste c'était le en problème de juin l'Afrique noire, hein. 2020. Mais Michel Weber pensait que c'était pas surprenant que la cible principale dans cette affaire de dépopulation avec le Covid, c'était les populations occidentales. C'est parce elles gardent un gros niveau de consommation de Hmm. matières premières. Ce qui n'est pas le cas, si tu veux, en Afrique, où tu as beaucoup de personnes, bon, on dit souvent, qui vivent avec moins d'1 dollar par jour. Les populations occidentales sont prises pour cible, enfin, dans l'hypothèse de Michel Weber, parce que elles sont très consommatrices, et c'est celles-là qui inquiètent beaucoup les ultra riches, qui eux n'ont aucun problème, évidemment, avec leur surconsommation, mais ça les embête de voir Oui, les ce serait une Occidentaux, affaire classe moyenne. de prévarication de ressources quoi, dans les grandes lignes. Ce qui est Oui, pas, oui, oui, ce qui est pas impossible. voilà. Mais si tu veux, en tout cas, Michel Weber sort ça en juin 2020. Faut quand même voir la préscience de ce philosophe. C'est que on n'est pas encore arrivé au vaccin, même si il y a déjà l'idée qui est émise. hmm, Et il envisage déjà ça en juin 2020. Et ouais, c'est une prescience incroyable, à mon avis. En tout cas, il faut absolument se méfier de ça. Il faut absolument se méfier de ça. Et la prochaine ah vague bah, d'épidémie, de disons que pandémie, maintenant, comment dire, il faut éviter de prendre pour argent comptant ce que certaines personnes disent. Ça, si tu veux, c'est indiscutable. Mais alors, je te Mais pointais ce problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont refoulé cette période. Moi, j'ai entendu récemment, c'est des oui, c'est amis vrai. comme ça qui me disaient, j'ai l'impression que j'ai pas vécu pendant, alors c'était l'an dernier, mais c'était pendant 2 ans ou 3 ans. Et maintenant, ils avaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir vivre leur vie, mais Hmm, sans interroger ce qu'ils avaient vécu pendant 2 ou 3 ans sous un régime de terreur biopolitique. On va appeler ça comme ça. hmm. Il y a, Oui, il y oui. a, il y a... Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'ils sont... Si tu pars de ce principe que je ne veux rien apprendre de cette période, je veux l'oublier, si te refont le coup derrière, il est fort probable que tu vas retomber dans les mêmes pièges, c'est-à-dire te refoutre le masque, te refaire enfermer et te faire injecter. Ce n'est pas Et impossible non plus, parce ça, que si tu veux, les populations sont, comment je vais te dire ça, les populations, comme elles ont été traumatisées, elles ne demandent qu'à oublier. Tu vois, ah oui, que comme tout traumatisme non verbalisé, ça laissera des traces dans la psyché collective, hein. Mais pour l'instant,
je pense qu'une partie non négligeable des populations sont là. Je le pense. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le- Ensuite, voilà, je me permets de recommander une dernière fois à ton livre, donc l'Index Obscurus, 2 siècles et demi de complot, parce que, bah, tu vois, c'est 66 coupes dans l'histoire sombre. Et pour terminer, je citerai le. Alors certes, hein, c'est une citation qui est connue, mais qu'il faut bien rappeler, qui est d'Honoré de Balzac dans Les Illusions perdues. Il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse qu'on enseigne, l'histoire ad usum Delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Le même Balzac avait une autre citation que j'aime beaucoup, qui est Le secret d'une grande fortune est un crime oublié. Eh bien, ton livre nous offre une plongée dans les crimes oubliés et je lui souhaite le plus grand succès. Cher Antoine, je te dis à très bientôt. Merci Pierre-Yves. À très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.